donc l'œuvre qui crée finalement qui crée le créateur ou le designer, cette idée que la valeur, on la met dans la relation entre l'œuvre et son public, elle est pour moi révolutionnaire. Elle est révolutionnaire par rapport à des cadres productifs classiques où on est payé soit à l'heure, soit au nombre de pièces produites. Là, il y a quelque chose qui me semble en décalage avec ça. C'est-à-dire que euh, même s'il n'y avait qu'un objet, si ça rencontre un, 1 million de personnes, ça fait un effet 1 million de fois. Il y a là quelque chose qui n'est plus dans la réduction de l'effort initial, mais dans l'impact sur le collectif, l'impact sur les autres. Et je trouve qu'il y a quelque chose ici de profondément éthique et humain d'arriver à définir une valeur dans la relation et idéalement dans l'effet que ça peut faire, l'effet positif. Dieu sait qu'il y a beaucoup on va dire, d'industries ou d'autres approches où on va quelque part euh, pas rendre compte ou pas prendre en compte l'impact social, environnemental, global de ce qui est produit. Et donc, je trouve que dans cette manière de définir les droits d'exploitation, il y a un potentiel ou une manière de voir qui est révolutionnaire, qui ouvre vers la responsabilité de l'impact collectif de ce qui est fait et de positionner le débat plus sur cet angle-là que sur l'angle de la production. Oui, alors quand tu parles d'impact, j'entends impact positif. Il y a aussi des impacts négatifs. Et effectivement, c'est là que ça renvoie à l'éthique, la déontologie, évidemment, un professionnel va rechercher l'impact positif le Mm, plus possible. Il va faire en sorte de générer le moins possible d'impact négatif. Et effectivement, ça a une valeur. mm, Euh, le, le droit d'auteur, qui est un terme qui veut dire intéressement au résultat, mm, ça aussi, je trouve, c'est une notion importante, hein. Beaucoup de designers l'évacuent parce que c'est complexe. C'est autant pour calculer des honoraires de design, on peut se raccrocher à des délais, du temps mm. passé, même si on va pas, c'est pas directement ça qu'on va facturer. Ça Oui. permet de construire une offre. Mm, Autant l'évaluation de la propriété intellectuelle, mm, l'évaluation de l'intéressement au résultat est quelque chose aussi de très complexe. Euh, il y a des méthodologies de calcul, mm, il y a les organismes de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle savent calculer la valeur de cette protection intellectuelle, mais mm, parce qu'elle existe déjà. C'est-à-dire qu'ils mm, sont capables de calculer quelque chose qui existe déjà. Dans le cadre d'une relation professionnelle qui se construit entre un designer et un client, dans le cadre de l'évaluation de cet intéressement au résultat, c'est beaucoup plus complexe parce que mm, on doit chercher à calculer quelque chose qui n'existe pas encore. Donc là aussi, c'est complexe. Euh, la loi française et européenne dit simplement que quand l'œuvre de design est vendue, il y a un partage de cette vente qui doit être mm, opéré. mm, Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi des royalties, une mm, redevance, etc. Donc ça, c'est pas mal comme système parce que ça correspond à une utilisation réelle, hein, mm, d'un objet de design. Euh, c'est plus compliqué quand il n'y a pas de vente de oui. cet objet. Par exemple, quand un designer en communication va s'occuper de l'identité visuelle d'une entreprise, c'est plus complexe. Donc là, on peut chercher à appliquer des forfaits, mais là encore, on va Mm, travailler sur il y a l'idée d'une exploitation proportionnelle.
et donc d'une rémunération proportionnelle Mmh. à cette exploitation. Donc, Mmh. en gros, plus on va exploiter, plus le designer va être Oui, rémunéré. oui. C'est exactement comme un commercial va rapporter un chiffre d'affaires Mmh. à une entreprise, heu, Oui, même s'il est salarié de cette entreprise, il peut avoir un intéressement au résultat. oui, Et cette notion d'intéressement au résultat, c'est exactement ce que veut dire droit d'auteur. oui. Et ça, c'est intéressant parce que là, on va pouvoir mesurer des choses tangibles. Oui. Pour moi, c'est la notion aussi de risque partagé. C'est-à-dire que de dire, heu, ben, j'ai intérêt, moi, designer, à ce que ça marche. Plus finalement je suis engagé là, puisque je vais avoir une participation au résultat, ben, plus j'ai intérêt à m'investir en amont et à faire ce qu'il faut. Donc c'est aussi, une manière pour les clients de pouvoir comprendre que, ça augmente la motivation de la personne et ça met les choses dans la perspective aussi d'une relation qui dure et pas juste du court terme où pif, on vise bien ou pas et puis c'est tout, c'est un one shot, non, ça met les choses en perspective dans le temps et je trouve ça très important, mais effectivement, voilà, c'est dissonant par rapport à l'autre manière de raisonner qui veut de la sécurité, qui raisonne juste dans l'instant et pas dans la durée. Mmh. De toute façon, c'est simple, hein, s'il y a pas de succès, si, bah, Pas de royalties. il y a pas de royalties, Mmh, et à l'inverse, s'il y a un succès, il y a pas de raison j'en ai pas. que le designer ne soit pas Oui, oui, rétribué pour ce oui. succès. Et c'est aussi là où on pourrait estimer que, ces droits d'exploitation, partagés va compenser finalement ou honorer, bah, tout le travail en amont, du designer dans sa posture professionnelle, dans son parcours, dans, les lectures ou tout ce qu'il fait pour s'alimenter et alimenter le réservoir qui va lui servir ensuite à créer. Donc toute cette alimentation, préalable, tout ce finalement, la vie du designer, elle n'est pas financée préalablement, donc je trouve que c'est aussi une manière de reconnaître que, pour créer, il y a une posture, presque une posture de vie, un engagement, bah, qui là trouve une forme de reconnaissance, en fait. Mmh. C'est ça, et c'est quelque chose qui doit être, discuté dès Oui, les premiers rendez-vous, dès l'amorce des premiers oui, dialogues, oui. entre un client et un designer. Mmh. Et pourquoi? Parce qu'on va voir tout de suite, c'est la Oui, recherche de valeur. oui. S'il y a un alignement possible Mmh. entre les valeurs des uns et les valeurs Oui. des autres, heu, pour créer de la valeur Mmh. ensemble, et la partager, Oui. pour que tout le monde en tire les fruits. Et il y a une analogie, peut-être que beaucoup de clients pourraient comprendre, qui est celle du commercial. C'est, la plupart des commerciaux ont un fixe et un variable en fonction de leurs ventes. Mmh. Eh bien, ce qui vend, bah, c'est la chose qui a été créée, qui a été designée. Elle vend par elle-même. Donc on a créé quelque chose qui, à chaque fois qu'elle est, recopiée ou vue une fois de plus, elle se vend. Mmh. Donc, ce qu'on a injecté dans la création, c'est comme si on a injecté un petit commercial dedans, intégré à l'œuvre. Donc si on peut le payer à un humain qui fait ça, pourquoi ne pas, le reconnaître dans l'œuvre et dans son créateur? Il n'y a pas de raison a priori. Donc ça me semble une analogie qui pourrait être, exploitable. Il y a c'est Ça fait réfléchir à la notion de retour sur investissement du Mmh. design. Donc il y a des domaines du design comme le produit où le retour sur investissement est assez facilement calculable puisqu'on on a des métriques, on a des Mmh. choses qu'on peut mesurer.
c'est plus complexe dans certaines disciplines de design, comme le design de service ou le design de politique publique, par Oui, exemple, où bah, là, ouais, il n'y a pas d'acte d'achat ou d'acte de consommation. Il y a plus, ce qu'on va mesurer va être mesurable sur plus de durée, mmh, c'est-à-dire sur une durée plus importante, en nombre de mois, en nombre d'années, mmh, donc mmh, voire plus. Ça, c'est ce qui fait la complexité de l'analyse de la valeur de certaines disciplines de design. oui, Mais là encore, on en revient à la même conclusion. La notion de temps et d'accompagnement et de relations professionnelles sur la durée est très importante. oui, Ce qui veut dire à l'inverse que si on sent en tant que designer qu'on est en face d'une personne, d'un client qui finalement souhaite, n'envisage pas cette relation à moyen ou long terme, heu, il faut c'est des informations importantes pour comprendre dans quel type de relation on s'engage ouais, et si on ouais, est d'accord ou pas. ouais, Parce qu'on peut aussi finalement, c'est pas déshonorant de mmh, souhaiter, heu heu, avoir un échange professionnel qui va générer de la valeur rapidement, mmh, mais il faut qu'effectivement, s s en face de cette, relation oui, rapide, il y ait la valeur qui correspond bien. Et oui, ça, c'est pas toujours facile à à la fois à envisager de la part du designer et à négocier, hein, parce que bon, les leviers de négociation, en mmh, général, sont pas du côté du designer. C'est-à-dire mmh, on parle, on aborde des concepts qui sont, j'allais dire bien gentils, mais mmh, il faut bien, vivre. oui, Et la réalité d'une activité, des mmh, fois fait que, mmh, on va laisser tomber, les droits d'auteur, la rémunération à l'intéressement et on va chercher, le meilleur, la meilleure rémunération immédiate parce qu'on mmh, comprend que finalement c'est pas l'objectif du client de créer une relation à long terme. mmh, mmh. Il y a rien de simple et d'évident, dans ce métier. Il y a tellement de contraintes en même temps et simplement j'ai l'impression que si, le designer arrive à montrer, au client que, heu, il peut ouvrir les perspectives, il peut élargir le cadre et comprendre les enjeux globaux derrière les enjeux immédiats et qu'il peut amener donc, le client à voir que justement ce qui fait la valeur tant pour le client que pour, le designer, c'est la relation dans le temps de l'objet et son public. Et si le designer peut justement lui montrer au client qu'il a connaissance d'indicateurs qui permettraient de mesurer ou alors d'un processus qui permettrait de construire les indicateurs, ça ouvre la perspective temporelle, ça élargit le cadre, pour sortir, cette demande ponctuelle-là et l'insérer dans une perspective plus large. Même si, on devait ne pas accrocher le client là-dessus, cette capacité à voir plus large et à voir, le besoin au-delà de la demande ou de la stratégie, c'est une vraie qualité. Et si le client ne l'aperçoit pas du tout, bah, peut-être que c'est pas le client dont on a besoin, ou peut-être qu'il reviendra plus tard parce qu'avoir quelqu'un en face qui est plus qu'un exécutant, mais qui peut être un partenaire, c'est extrêmement précieux et important. Et voilà, ça marchera pas toujours, c'est vrai qu'en France, on a, même si on est le pays des droits de l'homme, en fait, on a des structures très hiérarchiques. Voilà, c'est les donneurs d'ordre peuvent être parfois très, «C'est moi qui ai raison parce que j'ai un grade plus haut». Donc c'est très malheureux, heu, mais il y a quand même des gens qui arrivent à capter que, si en face on a quelqu'un qui est force de proposition et qui voit les choses de manière plus large, ça a de la valeur, ça, pour de vrai. Donc c'est parfois en coup de billard à 2 ou 3 bandes qu'il faut raisonner, mais on fait ce qu'on peut. Des fois, voilà, le choix est réduit. Mais si on garde ça en tête comme cadre général pour nous,
Ça donne du sens au one shot qu'on peut faire sans perdre, le cap qui nous intéresse, des yeux, en fait.